Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, vendredi 28 avril. Merci de nous rejoindre. Plus de 300 enfants intoxiqués après avoir mangé à la cantine à Rouen. Pris de vomissements hier, une vingtaine d'entre eux ont été envoyés aux urgences. Mais la préfecture veut rassurer les familles et indique qu'il n'y a pas d'inquiétude pour leur santé. Les détails dès le début de ce 12-13. Gros flottement à la tête du Front National pour remplacer Marine Le Pen pendant sa campagne. L'eurodéputé Jean-François Jalc aurait assuré l'intérim, mais il vient d'être remplacé à son tour par Steve Briouat. La cause, la polémique sur des propos révisionnistes qu'il aurait tenus. Le pape François, en messager de la paix, en Égypte, pays toujours en état d'urgence. 3 semaines après le double attentat du 9 avril contre les Coptes, il est attendu au Caire aujourd'hui pour une visite de 2 jours sous haute sécurité. Nous irons sur place. C'est un long week-end qui débute ce soir avec le lundi 1er mai, férié, fête du travail, tradition aussi, le brin de muguet qui porte bonheur et comme toujours des particuliers en vendront, ce qui ne plaît pas toujours aux fleuristes. Le temps, c'est frais, toujours en dessous des normales de saison, averse sur une grosse moitié nord, du soleil au sud. On se console en attendant demain, ce sera une belle journée. 41 écoles, 6 crèches concernées à Rouen. Toutes se fournissent dans une seule et même cantine centrale. Et hier, plus de 300 enfants ont soudainement été pris de nausées. 25 ont été envoyés aux urgences. Un cas probable d'intoxication alimentaire et plus de peur que de mal. Charlotte Gillard et notre équipe en région. Devant les grilles de cette école de Rouen, les parents d'élèves s'attardent ce matin. Tous ont en tête l'incident de la veille. Ici, une quarantaine d'enfants ont été pris de nausées après leur déjeuner à la cantine. De retour en classe, les plus jeunes ont besoin d'être rassurés. En fait, ma sœur a commencé à vomir tout d'un coup. Du coup, on a essayé d'appeler nos parents et tout. Et puis, elle se sentait vraiment pas bien. Du coup, elle est restée à la maison pour ce midi. On l'a rassurée, on a parlé avec la directrice ce matin qui a été aussi rassurante. Certains parents plus circonspects ont pris leur disposition. Par sécurité, oui, j'attends que des services sanitaires me disent oui, vous pouvez aller à la cantine en toute sécurité. Là, pour l'instant, dans le doute, je préfère la ramener à la maison. Hier, en plein après-midi, 300 cas de vomissement se déclenchent simultanément dans plusieurs crèches et écoles de Rouen. 47 établissements sont concernés. Immédiatement, pompiers et SAMU se rendent sur place. La plupart des enfants sont pris en charge à l'école. 89 autres sont emmenés à l'hôpital dans un état préoccupant. Les symptômes sont sévères, sont parfois impressionnants. Des nausées, des vomissements. Mais en même temps, à ce stade, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas détecté de cas très graves. Tous les repas provenaient de la cantine centrale de la ville. Selon la préfecture, il pourrait s'agir d'une intoxication alimentaire. Des analyses sont en cours. En bref, 8 mois de prison avec sursis, 600 € d'amende pour avoir maltraité des animaux à l'abattoir. Voilà la condamnation du principal prévenu du procès emblématique sur des cas de maltraitance à l'abattoir bio du Vigan dans le Gard, des cas révélés par l'association L214. Le prévenu a aussi l'interdiction d'exercer en abattoir pendant 5 ans. La politique, avec un changement de tête aux commandes du Front National. Pour se consacrer à sa campagne du second tour, Marine Le Pen avait passé la main à l'eurodéputé Jean-François Jalc. Mais il vient d'être à son tour remplacé par Steve Briouat. Jean-François Jalc est en effet accusé d'avoir tenu des propos négationnistes. Caroline Motte. Mes chers amis, mesdames, voilà ce qu'on appelle un couac de communication en pleine campagne. Soupçonné de propos négationnistes, l'eurodéputé Jean-François Jalc, qui devait assurer la présidence du FN par intérim, renonce finalement à cette mission. Il veut se défendre, il va déposer plainte, car il considère qu'on a attenté à son honneur, et je peux vous dire qu'il conteste fermement et formellement ce qu'on lui reproche. Jean-François Jalc est un homme de l'ombre du Front National. Député, conseiller régional puis député européen. Dans un entretien réalisé en 2000 et paru en 2005, il émet des doutes sur la réalité des chambres à gaz et sur l'utilisation du gaz Zyklon B. Moi, je considère que d'un point de vue technique, il est impossible, je dis bien impossible, de l'utiliser dans des exterminations de masse. Jeune député, Jean-François Jalc semble déjà distinguer le fond de son discours et l'image qu'il renvoie.
Nous sommes au niveau de nos convictions, croyez-moi, d'une très grande fermeté et que nous savons ce que nous voulons. En revanche, on peut parfaitement avoir une apparence très, très calme, très modérée, C'est très l'enrobage. normale. Pardon ? C'est l'enrobage. Dans une certaine mesure, si vous voulez, c'est l'enrobage. Un homme de conviction. Pas plus tard qu'hier, Florian Philippot prenait encore sa défense. Moi, je le connais bien, c'est un honnête homme. C'est assez amusant d'ailleurs de sortir des choses qui auraient 17 ans d'âge. Au pied levé, c'est donc Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, qui remplace Jean-François Jalc. Une volte-face à 9 jours du second tour, dont Marine Le Pen se serait bien passée. Et pour vous aider à faire votre choix ici au 12-13 pendant l'entre-deux tours, nous vous proposons chaque jour des éclairages sur les programme contre programme, point par point aujourd'hui. Passage en revue des propositions d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen sur un thème qui concerne chacun, au présent ou à l'avenir, la retraite. Anne Sylvain. Sur les retraites, difficile d'avoir de conceptions plus différentes. Emmanuel Macron veut faire table rase du passé, fini les différences entre public, privé et indépendant. Il propose un système universel par points. Plus on cotise, plus la pension est élevée. Une retraite, justement, par répartition, mais par points, où 1 euro cotisé donne les mêmes droits, où on en finit avec les régimes spéciaux et les inégalités actuelles. Pour autant, Emmanuel Macron ne touche pas à l'âge de départ à la retraite, qui reste à 62 ans. Marine Le Pen, elle, veut revenir à la retraite à 60 ans. On ne redresse pas un pays en repoussant année après année l'âge de départ à la retraite, alors que le chômage est au plus haut et que déjà 1 personne sur 2 qui arrive à la retraite est au chômage. Pour augmenter le pouvoir d'achat des retraités, Marine Le Pen multiplie les cadeaux. Elle veut par exemple rétablir la demi-part des veuves et veufs, exonérer d'impôts le bonus pour les parents de familles nombreuses. Il s'accorde en revanche sur un coup de pouce au minimum vieillesse, mais Marine Le Pen pose une condition, être français ou avoir 20 ans de résidence en France. Coût du projet Le Pen, environ 20 milliards d'euros, financé en partie par sa taxe sur les importations. Emmanuel Macron, lui, ne chiffre pas sa réforme et veut négocier avec les partenaires sociaux. Et puis ce matin, l'avertissement encore un de François Hollande. Après avoir annoncé lundi qu'il voterait pour Emmanuel Macron au second tour, il a voulu, depuis la Bretagne, mettre en garde les Français face à la menace que représente Marine Le Pen. On a besoin d'air pur, il faut chasser les mauvais vents du nationalisme, du repli, de la peur. Pour ça, il faut accepter de s'ouvrir, aller vers le grand large, a-t-il affirmé. L'actualité internationale, c'est la visite du pape François en Égypte, 3 semaines après les 2 attentats contre des églises coptes qui ont fait 45 morts, revendiqués par le groupe djihadiste État islamique. Le pape vient en messager de la paix, avocat de la tolérance. Une visite express, moins de 2 jours, et placée sous haute sécurité. Sur place, on va retrouver notre envoyé spécial, Marc Dana. Oui, une visite placée sous haute sécurité, vu le contexte et les menaces d'attentats qui pèsent ici. Une visite très intense aussi pour ce pape de 80 ans. En début d'après-midi, il rencontrera le maréchal Sissi à la tête d'un régime militaire extrêmement autoritaire qui restreint les libertés mais qui permet de contenir la menace djihadiste, à commencer par celle du groupe État islamique, puis place au dialogue interreligieux. Le pape rencontrera dans un premier temps le grand imam de l'université Al-Azhar, puis le chef de l'église orthodoxe copte. Ils célébreront tous les deux une messe en l'honneur des victimes des attentats de l'église du Caire de décembre dernier. Demain à 12h, le pape célébrera une messe dans un stade militaire à la périphérie du Caire. Un voyage intense de 27 heures seulement, mais un voyage hautement symbolique. Une visite, vous l'avez compris, très attendue par les Coptes d'Égypte. Ils vivent dans des conditions dramatiques depuis les dernières attaques sanglantes. Beaucoup ont préféré fuir. Les autres affrontent la plupart du temps la terreur au quotidien. Nous les avons rencontrés. Reportage de nos envoyés spéciaux Marc Dana et Salah Agrabi. Maher Guildi a toujours vécu à Choubra, un quartier populaire du Caire où cohabitent musulmans et chrétiens. Avec sa famille, ce copte orthodoxe affiche fièrement sa foi et a même la peau. Embrasse la croix toi aussi. Cette venue du pape des catholiques est pour eux exceptionnelle. Nous les orthodoxes, on a notre pape, Tawadros II. Mais pour moi, le pape du Vatican, je le mets presque au même niveau d'importance. Il va nous porter chance.
Une lueur d'espoir, alors que leur communauté est la cible privilégiée du groupe État islamique. Même s'ils font exploser des bombes devant nos églises, on n'a pas peur de mourir grâce à notre foi. Selon eux, les terroristes ne représentent en rien l'islam. Maher tient à nous présenter ses voisins musulmans. Ça fait 50 ans qu'on vit ensemble. Je l'aime, c'est mon frère. Nous sommes tous frères. Pour les chrétiens, le régime militaire en place représente un rempart contre le djihadisme. Mais ils se disent aussi victimes de discrimination. Ce peuple nous évoque une récente loi censée encadrer la construction des églises, mais les démarches restent beaucoup plus difficiles que pour une mosquée. Avec cette loi, il devait y avoir des progrès, mais rien ne bouge. Il n'y a rien qui bouge. Surtout pour construire ou rénover nos églises. Et pourtant, ça devait être le cas dans toute l'Égypte. Ils ne sont que 300 000 aujourd'hui. Présents en Égypte depuis le 5e siècle, les catholiques attendent leur pape avec ferveur. Dernière messe à l'église Saint-Cyril, sous l'œil des caméras de sécurité. Cette venue du souverain pontife est pour eux un acte courageux dans une période de vive tension. Il y a des salafistes, il y a des terroristes, il y a des frères musulmans. Alors tout ça fait un paquet où il y a des difficultés avec les chrétiens. Il y a des difficultés, je ne dis pas non, mais on essaye petit à petit de les abattre. 90% des chrétiens d'Orient vivent en Égypte, en maintenant sa visite dans un pays placé sous état d'urgence depuis les attentats. Le pape François est venu leur apporter son soutien et délivrer un message de paix. Le pape attendu cet après-midi à 14h, heure française, en Égypte. Pour suivre cette visite, vous pouvez vous rendre sur notre site ou sur notre application France Info. Retour en France et vous allez voir cette une de la presse de la Manche. La chasse aux coyotes pourrait s'ouvrir. Coyote, c'est l'une des marques les plus connues sur le marché des avertisseurs de radars, dont beaucoup d'automobilistes sont équipés, des applications qui permettent aux utilisateurs de se prévenir en cas de contrôle routier. Un clic et l'effet de surprise des policiers ne marche plus. Intolérable pour le ministre de l'Intérieur. Un décret vise donc à les interdire. Les détails, Marine Brossard et Georges Pinol. Interdire les signalements de radar pour ne pas aider les criminels en fuite. Pour 40 millions d'automobilistes, l'argument est fallacieux. On est en train d'utiliser des prétextes pour faire croire que c'est une nécessité de les interdire au nom de la sécurité des Français. C'est pas le cas. On est juste en train de vouloir les interdire pour flasher plus sur les routes, pour faire encore plus d'argent sur les radars. Dans un projet de décret publié hier, le gouvernement propose de rendre inactifs les outils permettant de localiser les contrôles des forces de l'ordre sur les bords des routes. L'interdiction prendrait effet lors de contrôles dits sensibles, en cas de terrorisme, de crime organisé, de recherche de détenus, d'alerte enlèvement ou d'actions de sécurité routière. Elle serait applicable dans un périmètre de 20 km et pour 24 heures au maximum. Pour certaines associations, la mesure est indispensable pour lutter contre la mortalité routière, car les radars demeurent un outil efficace pour limiter les excès de vitesse. Il faut que les forces de police et de gendarmerie qui sont sur les routes soient invisibles. Si on sait où elles sont, c'est trop facile de les éviter. Donc la sécurité publique a besoin que les policiers et les gendarmes travaillent sans que l'on signale immédiatement l'endroit où ils sont. En 2011 déjà, le gouvernement avait tenté d'interdire ces dispositifs avant de reculer. Le projet doit encore être examiné par la Commission européenne, puis par le Conseil d'État, avant d'être applicable. Dans les airs, à présent, vous êtes peut-être tenté par des vols low cost, même sur longue distance désormais. Parfois, les prix défient toute concurrence, mais comment font les compagnies pour réduire leurs coûts? Nous avons embarqué avec une compagnie norvégienne qui dessert le continent américain depuis la France. Pour éviter d'être accusés de concurrence déloyale, ces pilotes seront bientôt basés à Paris. C'est une enquête de Julien Bigard et de Jean-Michel Mière. On arrive dans 8 heures. Un vol Paris-New York pour rendre visite à leur fille. Prix par personne, 235 € avec cette compagnie low cost,
2 fois moins cher que certaines compagnies traditionnelles. Avec une autre compagnie, on arrivait entre 200 et 350 euros. De plus. De plus. Comment cette compagnie low cost parvient-elle à proposer des tarifs aussi attractifs pour des longs courriers? D'abord, elle utilise des avions modernes qui consomment 20% de carburant en moins. Il peut monter très haut, très vite, quoi. C'est l'intérêt du Dreamliner. Voilà pourquoi il est intéressant pour les compagnies aériennes. Des économies sur le fuel et sur les salaires. Philippe Bourdeau est copilote chez Norwegian. Il est payé 15% de moins par heure de vol que ses collègues d'Air France. Ah oui, on est productif. C'est sûr que la compagnie, c'est pour ça que ça marche, quoi. C'est un peu compensé chez Norwegian par l'opportunité de carrière qui permet, parce que la compagnie permet de passer commandant assez rapidement. Si les billets sont à prix cassé, c'est aussi parce qu'ils ne comprennent que le vol. Pour un bagage en soute, il faut ajouter 35 €. Même chose après le décollage. Tout est payant. Une salade, 7 €. Des écouteurs, 3 €. Un soda, 3 € aussi. Difficile de résister sur un vol de 8 heures. Ces options représentent 15% du chiffre d'affaires de la compagnie. Au niveau de la commande et du service, c'est très rapide. Arrivé à New York, l'appareil ne va pas y rester longtemps. Chaque minute sur le tarmac coûte de l'argent. Alors les avions volent 17 heures sur 24. Comme nous ne servons pas de plateau repas à tous les passagers, cela rend le ménage plus rapide, ce qui est très important, car nous pouvons donc faire des rotations plus efficaces. Faire des économies, une obsession dans toute la compagnie, jusqu'à Oslo, au siège social. Nous découvrons des bureaux minimalistes, à la décoration très sobre. Et l'espace du PDG ne fait pas exception. C'est assez grand pour moi. À flotte équivalente, la compagnie compte aussi 3 fois moins de salariés qu'une compagnie traditionnelle. Pour lancer une compagnie low cost, vous devez chasser les coûts tout en haut, au siège, sinon ça ne peut pas marcher. La compagnie low cost veut multiplier sa flotte par 4 et ouvrir de nouvelles lignes depuis Paris. Un géant vient de partir pour 2 jours d'essai en mer. Cette fois, regardez, le Meraviglia, c'est le nom du dernier fleuron des chantiers STX de Saint-Nazaire. 315 mètres de long, il peut accueillir 5700 passagers. C'est donc le plus grand paquebot d'Europe. Ce soir, c'est le long week-end du 1er mai, fête du travail. Et il y a une tradition, acheter son brin de muguet. De plus en plus de moyens de s'en procurer. Les particuliers se transforment même en vendeurs le temps d'une journée. Et cela ne plaît pas toujours aux fleuristes qui dénoncent une concurrence sauvage. Explication à Lille, Didier Piton, Benoît Bunicourt. Tu les as eu aujourd'hui, ceux-là sont magnifiques. Ah, c'est super. Du muguet premier choix, livré ce matin chez cette fleuriste de la métropole lilloise. Il sera la star de ce long week-end du 1er mai. Une période festive et relativement lucrative. Moi, j'achète 3000 brins. J'en ai pris en plus parce que j'y crois. Y croire, malgré la baisse des ventes du muguet qui s'accentue chaque année. La conséquence, selon cette commerçante, d'une concurrence déloyale des vendeurs à la sauvette, de plus en plus nombreux sur le terrain. Normalement, celui qui vend à la sauvette, qui vend en extérieur, c'est du muguet qui est du muguet de jardin ou du muguet des bois. Mais maintenant, c'est du muguet qu'on achète nous. Mais c'était pas normal. Nous, on a nos charges, on paye à longueur d'année. Eux, non. Des commerçants qui dénoncent un véritable marché parallèle, alimenté par des grossistes qui cassent les prix sur Internet. On a pu constater des annonces de pseudo-fleuristes vendant du muguet en très grosse quantité avec des prix TTC pour les particuliers 3 fois moins chers que notre meilleur prix chez nos grossistes hors taxe. Dans un courrier adressé à plus de 600 maires de la région Hauts-de-France, les professionnels demandent aux élus de prendre enfin les mesures nécessaires afin de faire respecter la loi. Moi, à l'homme, j'ai la chance d'avoir un arrêté municipal depuis de nombreuses années. Malheureusement, et depuis des années que je réclame, il n'est pas appliqué. La loi dit qu'il ne doit pas y avoir d'emballage. Il y a des emballages. Il devrait bloquer et ou tout au moins saisir la marchandise. Ça n'est pas fait et il n'y a pas d'amende de déposer. Une pratique déloyale et un manque à gagner pour cette commerçante qui se chiffrerait
à plusieurs milliers d'euros. Et ce long week-end du 1er mai, vous allez être nombreux à en profiter. Ça se voit d'ailleurs sur les routes. Regardez, c'est orange sur les routes dans le sens des départs, orange aussi lundi dans le sens des retours au niveau national et c'est même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours. C'est un succès qui traverse les années. La foire de Paris a ouvert hier. Elle devrait accueillir 500 000 personnes pendant 10 jours. Son secret, un rendez-vous gagnant-gagnant avec des prix intéressants pour les visiteurs et une sacrée vitrine pour les commerçants. Joanne Vanove, Alexis Delcourt. C'est un tabouret en carton recyclable qui se plie et se déplie à l'infini. Un concept novateur, né il y a 1 an, vendu sur Internet. Mais pour se faire connaître, cette start-up mise sur la foire de Paris. C'est top. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Ouais, génial. Un stand de 12 mètres carrés loué 6 000 €. L'investissement est rentable. L'année dernière, en 10 jours de foire, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 35 000 €. 30 cm de diamètre. Pour nous, c'est une forme de publicité pour montrer nos produits au grand public. Et 500 000 visiteurs sur 10 jours, ça peut vraiment nous donner un coup de pouce. Je pense qu'au bout du 4e jour, on sera rentable et après, on rentrera dans le bénéfice. À l'heure d'Internet, la foire de Paris séduit toujours, après plus d'1 siècle d'existence. D'année en année, elle s'est imposée comme le rendez-vous des bonnes affaires, le lieu des innovations et des nouveautés. Qui eût pensé que les vibrations soniques passeraient au service des machines à laver? C'est le premier événement commercial d'Europe. En 1972, le 1 million de visiteurs est atteint. Aujourd'hui, la foire attire encore 1700 exposants. Au total des 12 jours, c'est toujours environ 230 millions d'euros qui sont dépensés par les visiteurs dans le salon auprès des exposants. Et ça se dément pas d'année en année. Pour certains, les foires restent un mode de vente privilégié. Cette entreprise familiale participe à une dizaine de salons chaque année. À Paris, elle loue un grand stand de 120 mètres carrés depuis plus de 15 ans. Pour nous, la foire de Paris représente l'équivalent d'un magasin parisien à l'année condensé en 10 jours de foire. C'est extrêmement important. La deuxième raison pour laquelle nous venons, c'est le contact avec le public. C'est extrêmement important à l'heure d'Internet d'avoir un vrai contact humain, chaleureux et réel. Et pour le contact, la foire de Paris reste une valeur sûre. Jusqu'au 8 mai, c'est plus de 500 000 personnes qui arpenteront ces allées. Un mot de football avec la grosse amende pour le PSG, 100 000 € assortie d'une fermeture de tribune avec sursis. Ce sont les sanctions prises contre le PSG après les dégradations commises au Parc OL de Lyon lors de ce match le 1er avril dernier. La finale de la Coupe de la Ligue, les supporters du club parisien avaient notamment arraché de nombreux sièges et détruit une partie des sanitaires de la tribune où ils étaient cantonnés alors que le PSG avait emporté 4-1 face à Monaco. C'est l'heure de votre rendez-vous du vendredi, fenêtre sur l'Opéra Comique à Paris. Il vient de rouvrir ses portes après 2 ans de travaux. Le chef d'orchestre Jordi Savall est présent pour cet événement. L'établissement avait été construit en 1898, alors nous l'avons visité. Cécile Laronce, Nathalie Berthier. L'Opéra Comique au cœur de Paris. Une noce printanière est en train d'y être célébrée, dans la pure tradition de l'opéra baroque, caractérisée par son exubérance, où les machines extraordinaires sont au service des chanteurs et des danseurs. Attention, hein, prends pas de risque. Valentin, tu restes au côté. Ah, tu peux descendre comme ça? Fais gaffe, hein, fais gaffe. Bienvenue dans l'univers poétique de l'opéra comique. L'opéra comique est un style de théâtre lyrique avec des dialogues parlés qui alternent avec des airs chantés. Les auteurs de cette discipline se sont inspirés de l'actualité et les plus grands musiciens ont composé pour l'opéra comique. Aujourd'hui, c'est Jordi Savall, le grand maître de la musique baroque, qui est à la baguette. Le spectacle, la musique est un dialogue entre nous, les artistes, et le public. Et c'est dans la mesure qu'on est capable de transmettre toute l'émotion, toute la magie, toute la beauté de ce qu'on fait, qu'il se passe quelque chose d'inoubliable. Pour ce chanteur, l'exercice est périlleux. Grâce au ciel, il n'a pas le vertige.
C'est une grande émotion de chanter comme ça dans les airs. C'est une sensation de liberté. Quand on regarde la salle, c'est une beauté pure de voir toutes ces dorures et ces velours tout neufs, tout superbes. Une émotion d'autant plus grande que la salle Favart renaît après 20 mois de travaux. Un écrin construit en 1898 avec sa machinerie sophistiquée et son éclairage qui a fait sensation à l'époque. La grande invention de l'opéra comique, de la salle Favart, c'est l'éclairage électrique. C'est la première salle enfin éclairée à la lumière électrique. Et toutes les appliques sont dorées. Et donc ce sont les procédés de dorure industrielle, le procédé Christoffel. C'est le summum des arts décoratifs au moment de l'exposition universelle de 1900. Autre joyau de l'édifice, les cariatides, ces colonnes au corps de femmes dénudées et une multitude de décors qui célèbrent le théâtre, la musique, le chant et la danse. Un lieu hanté par des personnages prestigieux, Berlioz, Bizet, Debussy, Offenbach. Une immense responsabilité pèse soudain sur tous les acteurs de cette institution. La salle est belle, le spectacle se prépare, s'annonce plutôt bien. Donc heureux, fébrile, j'ai le trac comme avant une première. La saison est lancée. L'Opéra Comique entame une nouvelle page de son histoire. Après 300 ans d'existence. C'est la fin de ce 12-13. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, météo à la carte. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce soir, avec le 19-20 présenté par Catherine Matoche. Très bel après-midi à tous et à lundi. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.